Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et oui, vos placements avec aujourd'hui François Chollet, qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour François. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux à vous aussi. On vous souhaite de bonnes performances. Ça commence bien. Ça commence bien. Vous êtes directeur associé de Montségur Finance, plus 2% sur le CAC aujourd'hui. Elle sonne creux cette hausse ou enfin on progresse sur de vrais fondamentaux? Je ne crois pas qu'elle sonne vraiment particulièrement dense, puisqu'il y a très peu d'échanges effectivement, et puis on est sur un début d'année où la visibilité n'est pas encore présente. On voit bien que le consensus attend cette année à peu près 8 ou 9% de croissance des bénéfices pour les valeurs qui constituent le CAC. Autant dire qu'on ne voit pas grand-chose sur cette année et qu'on redémarre dans des conditions, on va dire, d'un petit peu d'euphorie qui sont liées à cette échéance du fiscal cliff qui est passée et qui est derrière nous maintenant. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de raison. On est simplement sur quelque chose qui est beaucoup plus fondamental et qui dure maintenant depuis, je crois, le 24 juillet, qui était lié à la déclaration de Mario Draghi, puisque tout le monde aura parlé de cette année du Draghi et non pas l'année du Dragon. Clairement, on est sur un scénario où on est en train de bâtir cette Europe monétaire qui était en difficulté, et je crois que c'est ce qui a guidé les investisseurs tout au long du second semestre, qui a permis les performances que nous connaissons et ce rallye qui a touché tant les actions que les obligations. Et je crois qu'on peut miser raisonnablement sur la poursuite de ce rattrapage sans aller regarder plus en amont toutes les prévisions économiques qui pour 2013 de toute façon resteront très incertaines. D'accord, donc les marchés monteront, vaille que vaille, coûte que coûte, autant que l'an dernier? En tout cas, si on termine l'année 2013 à 17 pays membres de la zone euro, il faudra parier qu'on poursuivra ce rattrapage et qu'on sera au-dessus des niveaux actuels. D'accord, d'ailleurs janvier est traditionnellement un bon mois sur les marchés, souvent préfigure la tendance du reste de l'année, c'est ce qu'on dit, vous y croyez? Assez peu, même s'il y a beaucoup de superstitions sur les marchés financiers. Non, il y a une saisonnalité qui existe et qui est assez claire et marquée, qui est liée au flux financier et qui fait qu'effectivement, souvent, les mois d'hiver sont plus favorables que les mois d'été. Le fameux sell in May and go away et go back on the CNDGD. Clairement, celui-ci, si vous regardez sur longue période, il s'applique au-delà de cette saisonnalité qui est encore une fois liée peut-être à des flux positifs liés aux distributions de dividendes, liés à ces aspects-là, et des flux négatifs qui sont liés notamment aux prélèvements fiscaux. Je crois qu'il y a peu de choses à regarder sur quelques séances, mais vous avez des analystes techniques qui sont plus au fait que moi sur ces critères. Tout à l'heure, on recevait Jean-Pierre Gaillard, et Jean-Pierre Gaillard nous disait que voilà, les particuliers souvent ont tendance à revenir sur les marchés quand les marchés ont repris 40%, et donc ils arrivent sur les marchés quand l'essentiel de la hausse est fait. Est-ce qu'à votre avis, les particuliers ont intérêt à revenir maintenant en bourse? Écoutez, les particuliers qui sont aujourd'hui sur les marchés sont souvent ceux qui n'en sont pas partis, tout simplement parce que si vous regardez les flux de collecte sur les marchés, vous vous apercevez que les fonds qui ont performé ont été des fonds qui ont souvent été sur des classes d'actifs qui attiraient les investisseurs. Les investisseurs sont arrivés massivement sur les marchés obligataires depuis maintenant 18 mois. Ça a nourri des hausses à peu près spectaculaires. Je crois que le rallye des actions est bien plus modeste que celui qu'on a connu sur les marchés obligataires. Si vous regardez un indice qui est l'indice des obligations spéculatives, c'est-à-dire hors catégorie investissement, on est sur une performance de 20% sur l'année dernière, sur 2012, plus 20% sur des obligations corporate, c'est-à-dire d'entreprise, sur une échéance de 5 ans en moyenne. C'est quand même un sacré rallye obligataire que l'on vient de vivre. Je crois qu'il faut être assez mesuré là-dessus. Et donc on peut avoir 2013 année des actions, après 2012 année des obligations. Effectivement, si vous recherchez du rendement, clairement, aujourd'hui, si vous voulez de la qualité, les obligations d'entreprise ne rapportent que très peu, à peine l'inflation, si vous êtes sur des signatures dignes de la qualité des emprunts d'État. Et si vous regardez les emprunts d'État à 2% à 10 ans, on voit bien qu'on a du mal à couvrir cette inflation. Donc le retour vers les actions avec un rendement moyen pour l'indice CAC 40 autour de 4% au niveau du dividende, un petit potentiel de progression qu'on peut imaginer, c'est-à-dire grosso modo retrouver autour des 4000 points dans l'année, qui n'aurait rien de déraisonnable, ça laisse un peu de potentiel, pourquoi pas. Et puis on a effectivement des investisseurs qui sont restés à côté, puisque les classes d'actions européennes n'ont pas collecté de capitaux frais depuis maintenant de nombreux trimestres, comme le montre l'ensemble des études de l'autorité des marchés financiers ou d'Europerformance, qui mesurent ces flux-là. Eh bien, on voit que la collecte qui a été réalisée beaucoup sur les fonds diversifiés, sur les fonds investis sur l'étranger, sur les émergents, sur les fonds obligataires, eh bien, ça a laissé quelques classes d'actifs un petit peu isolées. Et du coup, pour transformer l'essai ou pour simplement aller le marquer, on joue quoi? On joue les valeurs notamment qui sont décotées, qui ont sous-performé en 2012?
Alors écoutez, il y a déjà une première règle, c'est qu'en début d'année, il y a un effet de balancier qui existe souvent, où ceux qui ont été les meilleurs contributeurs, ou souvent les plus faibles contributeurs de l'année précédente, ont un phénomène de rattrapage. Si vous regardez pour l'indice CAC 40, effectivement, il y a les utilities et les télécoms qui sont et donc on peut aller jouer du EDF, du GDF, on peut avoir un petit du rattrapage. Je ne crois pas que ce soit une année vraiment extraordinaire pour ces segments-là, parce que fondamentalement, ils sont assis sur des métiers où il y a beaucoup trop de contraintes. On ne prend pas les derniers de la classe, mais on prend ceux qui ont sous-performé. C'était plus facile à faire l'année dernière, puisqu'on avait des marchés financiers qui avaient largement massacré les bancaires. Donc on pouvait imaginer qu'au premier trimestre 2012, on avait ce rattrapage qu'on a eu d'ailleurs, et qui s'est poursuivi d'ailleurs toute l'année, puisqu'on a eu une belle performance des bancaires en 2012. Voilà, je crois qu'il faut regarder ça avec un peu de discernement. Les bancaires vont continuer de surperformer. Elles signent aujourd'hui les plus fortes hausses du CAC. Elles ont par nature tendance à faire mieux que le marché, avec un effet de levier positif dans les périodes de hausse et bien négatif avec un effet de massue dans les périodes de baisse. Je crois qu'on est encore sur ce phénomène de rattrapage. Il y a une décote encore sur les bancaires, notamment les bancaires d'Europe du Sud. Il est évident qu'après ce qu'elles nous ont fait traverser, toutes les émotions que nous avons pu avoir à la lecture de leurs comptes de résultats et de leurs publications, la décote mettra du temps à être réduite, mais il y a encore une décote sur la valorisation normale de ces actifs. Si on quitte le marché parisien et qu'on s'intéresse aux indices européens, lesquels ont le plus fort potentiel en 2013 ? Est-ce que ceux qui ont accumulé du retard en 2012, on pense à Madrid par exemple, ou Milan, ont le plus gros potentiel cette année ? D'un point de vue boursier, effectivement, les pays d'Europe du Sud ont commencé un rattrapage, mais il n'est pas achevé. On peut s'inquiéter effectivement de la valorisation du marché allemand, qui a été absolument exceptionnel. On a retrouvé des niveaux qui sont quasiment plus hauts historiques, si on enlève quelques exceptions, notamment le secteur bancaire qui peut conserver un peu de retard. De ce point de vue-là, effectivement, un petit rattrapage qui pourrait venir de la part des pays du Sud qui ont encore une décote liée simplement aux angoisses sur la dette. Au détriment peut-être du DAX. On sent que vous êtes prudent sur le potentiel du hausse du DAX cette année. Très clairement, vous allez avoir... on a eu en 2012 des valeurs de croissance qui, partout en Europe, ont fait des parcours exceptionnels. Si vous regardez les principales contributions, je crois que c'est Inditex qui est parmi les plus fortes hausses de l'Eurostoxx. Ça vient récompenser des sociétés qui ont été capables de délivrer de la croissance d'une manière significative, y compris dans des périodes de faible croissance économique. Et donc, cette prime à la qualité, elle n'a jamais été aussi élevée par rapport aux entreprises qui sont considérées comme value aujourd'hui. Et ça devrait continuer, je pense, encore quelque temps. Simplement, encore faut-il que les résultats et la progression des résultats pour ces entreprises justifient ces primes. Donc le rattrapage de ces valeurs-là, je crois qu'il est pas évident. Si on arrive à faire un plus 15, plus 20 sur ces valeurs-là, ce sera déjà une très très belle année. Ouais. Si ensuite vous pouvez imaginer des choses plus conséquentes, il va falloir aller chercher effectivement de la décote. Pour l'instant, la décote que l'on trouve sur les marchés est souvent justifiée par des résultats qui ont été en berne sur 1, 2 ou 3 exercices ou par de la dette. Elle est souvent aussi justifiée par un manque de liquidité et notamment sur le value. La faiblesse des liquidités sur les valeurs moyennes françaises a largement peiné leur valorisation en 2012. Il nous reste 1 minute 30, François. Si on quitte l'Europe, qu'on s'intéresse à l'Asie, on a vu Shanghai nettement sous-performer. Est-ce que Shanghai, c'est le bon coup à jouer en 2013 ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier Tokyo, qui est sur une bonne lancée pour le coup ? Alors vous avez effectivement à l'international des pays émergents qui ont réussi peu ou prou à faire des bons parcours comme Tokyo. Je crois que le début de... Vous mettez le Japon parmi les pays émergents ? Non, pardon, les pays asiatiques, excusez-moi. Ouais. Mais clairement, on a, nous, évité plutôt la Chine depuis de nombreuses années parce qu'on a un problème de visibilité, on ne comprend pas très très bien ce qui s'y passe. On arrive à jouer des marchés asiatiques plutôt au travers de zones comme la Corée, Taïwan, qui nous paraissent être des bonnes zones de croissance, avec aujourd'hui... peu de primes de valorisation, donc il y a matière à aller investir. Généralement, c'est des choses que l'on sous-traite, on achète des fonds à l'extérieur pour nos clients sur ces zones-là. Ensuite, pour le Japon, c'est un petit peu le même principe. Si aujourd'hui on est absent de cette zone, c'est aussi du fait qu'il y a des problématiques de change qui ont été un peu néfastes pour les investisseurs, puisqu'on a vu que la devise japonaise était aujourd'hui clairement un outil politique d'ajustement de la compétitivité. Clairement, on a vu le yen qui refluait très 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 nettement. Un petit mot pour finir quand même de la zone qui a fait l'actualité au cours des dernières heures, les États-Unis, Wall Street, qu'on a souvent vu caracoler en tête. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit que le fiscal cliff évité, il faut revenir malgré la valeur des actifs américains, ou bien est-ce que la question du plafond de la dette, qui doit encore être négocié avec son volet dépenses,
met un petit peu une chape de plomb sur Wall Street? Écoutez, moi je ne suis pas aussi négatif que cela. Il y a une valorisation qui reste à peu près raisonnable sur les États-Unis. On a des entreprises qui vont devoir faire face effectivement à des hausses d'impôts, mais je crois que c'est quelque chose qui est un peu généralisé. Ils ont clairement montré une volonté politique forte de poursuivre cette politique accommodante. La croissance et la réduction du chômage, quoi qu'il arrive, de ce point de vue-là, c'est plutôt un signal positif. Et puis vous avez une devise qui aujourd'hui est sur un niveau qui pour des Européens peut être un point d'entrée. C'est de la diversification. N'oublions pas que si vous regardez les principaux indices mondiaux, et notamment l'indice MSCI World, les États-Unis et l'Amérique du Nord, c'est plus de 50% encore de cet indice. Donc c'est une zone qui est à peu près incontournable et où avec un peu de stock picking, il y aura toujours des bonnes affaires sur les marchés américains. Mais Wall Street a déjà progressé. Bien sûr, mais les ratios de valorisation sont encore raisonnables et si on regarde d'ailleurs le rattrapage récent de l'Europe, il est venu combler une partie de ce retard, une bonne partie, puisque de toute façon sur des données historiques de plus long terme, vous avez toujours une prime sur les États-Unis par rapport à l'Europe. Eh bien voilà, le décryptage de François Chollet, ses prévisions, ses scénarios, ses choix pour 2013. François, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, vous répondrez à nos téléspectateurs. Une grande première pour vous. Vous répondrez directement à toutes les questions de nos téléspectateurs. Nombreuses questions qu'on reçoit chaque jour sur notre site bfmbusiness.com. À tout à l'heure, François. À tout à l'heure. En attendant, le CAC 40 gagne 2,2%. On repousse BFM Business, jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Ces questions, vous le savez, vous pouvez nous les adresser sur notre site internet bfmbusiness.com, par mail, intégral placement avec un S à la fin @bfmbusiness.fr, ou bien encore en nous suivant sur les réseaux sociaux @intplacement, là aussi avec un S à la fin. Et aujourd'hui, c'est donc François Chollet qui est resté avec nous. François Chollet de Montségur Finance. François, on attaque avec une question de Marie qui voudrait savoir quels sont les secteurs en priorité à jouer en bourse pour 2013. Je sens qu'on fait de la prospective en attendant la réouverture des agences bancaires. Écoutez, je crois qu'on peut continuer à jouer les entreprises qui sont en forte croissance, des grandes exportatrices, qui ont réussi une belle année 2012 et qui devraient continuer en 2013 à créer de la performance. Et puis imaginez peut-être, s'il y a un petit rallye haussier qui se poursuit sur les marchés, un rallye cyclique et donc revenir sur les dossiers. Pour l'un et pour l'autre. Dans le cadre des belles valeurs de croissance, vous avez des Inditex, des SAP dans les valeurs européennes, vous avez dans les Essilor, Dassault Systèmes français, des grands titres comme ça qui ont été capables de générer de la très belle performance, y compris pendant la période de crise, de l'Air Liquide, de l'Inde allemand, enfin je pourrais vous en citer à l'appel. Un peu à l'appel. Pour les valeurs cycliques en rattrapage, vous avez des cycliques de qualité qui ont été capables, elles aussi, de procéder à des grandes mesures d'économie de coûts. Et on voit des parcours comme Lafarge, Saint-Gobain, qui a beaucoup chuté et pris de retard après son profit warning, des Michelin qui ont fait un parcours magnifique, mais qui sont sur des multiples de 5 ou 6 fois les résultats, qui restent encore assez modérés et qui ont fait beaucoup d'investissements sur les pays en forte croissance. On se souvient de l'augmentation de capital de Michelin qui était destinée à créer des infrastructures locales pour pouvoir produire et distribuer rapidement là-bas. Donc vous avez un rattrapage possible. Vous avez des titres comme Bouygues, par exemple, aussi, qui dans les secteurs a été un peu délaissé et qui pourrait... notamment malgré l'impact télécom. Malgré l'impact télécom, je crois qu'il faut garder un peu sa raison. L'entreprise a fait un rachat de ses propres titres pour les annuler autour de 30 €. Et c'était il y a maintenant 1 an et demi. On est autour de 20-22 €. Je crois qu'il y a un vrai potentiel encore de rattrapage pour cette valeur-là. Lafarge, on peut rappeler qu'il faisait partie des plus fortes hausses du CAC 40 si on acceptait les 2 nouveaux entrants qui étaient Gemalto et Solvay. Voilà donc quelques titres auxquels vous pouvez vous intéresser, Marie. Voilà, une autre question de Pierre qui nous écrit, lui, d'Anthony. Si vous deviez miser sur une banque en 2013, laquelle me conseillez-vous? Alors, sur les banques, c'est vrai qu'on a vécu des années un peu difficiles. Je crois que la décote qui s'est créée à l'été 2011 sur les banques françaises était assez... criante. On avait quasiment 60-70% parfois de décote sur la valeur de la book value, c'est-à-dire des fonds propres. Vous avez donc, je crois, un rattrapage qui pourrait se poursuivre, tant du côté du premier de la classe, BNP Paribas, qui a produit des résultats extrêmement solides en 2012 et qui devrait produire des résultats encore meilleurs si on imagine qu'il y a moins de provisions à passer exceptionnelles sur des dépréciations d'actifs du fait de la sortie des zones un peu en difficulté. Donc BNP Paribas, on conserve évidemment. Société Générale que nous avons également en portefeuille et qui pourrait poursuivre son rattrapage. Je crois qu'on est en train de franchir les 30 € au moment où je vous parle. Oui, on est à 29,80 sur Société Générale, plus 5%
40% aujourd'hui. Voilà, donc c'est des choses qui sont assez rassurantes. Après, vous avez des jokers peut-être que vous pouvez imaginer, Natixis pour lesquels le marché n'a pas encore complètement intégré le fait qu'il y avait beaucoup moins de risques et une valorisation qui était assez basse. Et puis je donnerai un dernier petit joker avec un titre que j'affectionne qui s'appelle Boursorama, qui est donc une filiale de la SocGen. Filiale de la Société Générale qui est assez stratégique pour la Société Générale puisque c'est celle qui est en fait sur le canal Internet et qui est aujourd'hui extrêmement bien capitalisée et qui serait capable d'ailleurs de distribuer un dividende extrêmement conséquent avec des fonds propres aujourd'hui qui représentent plus de 30% de core ratio Tier 1. Donc c'est assez surprenant pour des métiers très peu risqués puisque c'est du placement principalement, bien évidemment du courtage de bourse puisque c'est l'activité initiale de l'entreprise Boursorama, mais qui se met également à faire du crédit et il développe une offre de ce point de vue-là qui est assez intéressante. Boursorama n'a pas profité de la hausse des valeurs bancaires en 2012 ? Non, elle avait été sanctionnée avec le train qui est vraiment venu massacrer les valeurs bancaires françaises et elle n'a pas encore bénéficié du moindre rebond, donc en dessous de 5 euros, autour de 5 euros, je pense que c'est une très bonne idée. Et voilà, peut-être une pépite donc pour jouer le secteur bancaire en 2013. On enchaîne avec une question d'André qui nous écoute à Paris et qui s'interroge sur le Japon. Peut-on imaginer que l'économie japonaise reparte pour de bon, surtout quand on voit la dégringolade du yen? C'est vrai que la monnaie japonaise file à vitesse grand V. Quel est votre sentiment sur cette zone japonaise? On est dans un effet effectivement de dégringolade du yen, restauration de compétitivité, notamment par rapport à ce grand... C'est devenu très politique, quoi. C'est devenu très politique. Est-ce que c'est quelque chose qui est durable? Écoutez, le rebond, en tout cas pour l'investisseur européen, n'a pas été extraordinaire. On est autour de 10 400 points sur l'indice Nikkei, bien loin, bien évidemment, de ces records que tout le monde a en tête et qui, je crois, resteront dans les mémoires pour longtemps. Remarquez comme les 6944 du CAC. On ne se sent pas très bien qualifié pour juger aujourd'hui d'investissement sur le Japon. Je crois que c'est une zone de diversification. La croissance n'y sera pas extraordinaire. Je crois qu'il y a d'autres choses à faire dans cette zone-là. D'autres choses à faire que de s'intéresser au Japon. André, désolé pour l'envie d'exotisme. Voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, ce que vous proposiez sur l'Asie, c'est plutôt la Corée du Sud, jouer l'indice coréen. Effectivement, Taïwan également, qui a aujourd'hui des grands champions capables de faire des résultats absolument extraordinaires en exportation. Donc il y a des vecteurs de croissance là qui me paraissent plus intéressants que sur le Japon. Question de Pierre qui nous écrit de Colombes. J'ai 50 ans et 100 000 euros à placer. Quelle est pour vous la répartition idéale entre actions, obligations, or et devises pour 100 000 euros? Alors écoutez, on est aujourd'hui sur des portefeuilles plutôt prudents pour les clients. Je crois que clairement le seuil de douleur est devenu quelque chose de très important. Donc une dose d'actions qui ne devrait pas forcément dépasser 20 ou 25%. On est plutôt à privilégier les obligations d'entreprise encore aujourd'hui, malgré le vous parcours. me disiez que c'est pas rentable du tout? Non, les obligations d'entreprise high yield restent encore rentables. On a des rendements. Il faut prendre du risque donc. Il faut prendre du risque et je crois que pour certaines entreprises, quand on est capable de faire cette analyse action derrière, sur les entreprises, on est capable d'y aller, et bien on arrive à créer encore des portefeuilles qui rapportent autour de 4,5%. Donc c'est des rendements qu'on peut encore aller chercher, qui peuvent progresser sur 2013. C'est l'essentiel. On évite, nous, les emprunts souverains, notamment sur la France et l'Allemagne, puisqu'on n'y retrouve aucune rémunération. Et puis, au-delà de ça, on continue à privilégier des entreprises capables de faire un fonds de portefeuille de croissance, comme je citais tout à l'heure, quelques valeurs de rendement, quelques valeurs également sous-évaluées qui ont subi une grosse décote et qui n'a pas été encore, je dirais, qui sont encore en retard par rapport au rebond des marchés. Ça peut constituer un peu de portefeuille. On est aujourd'hui en diversification un peu sur les États-Unis, l'Amérique latine, l'Asie dont vous parlez tout à l'heure. Ça représente, on va dire une 10 ou 12% de l'actif. Action, donc à peu près 50% de l'approche action pour nos clients. Et ça fait des portefeuilles, je crois, assez équilibrés, capables de résister à une tempête si jamais elle venait et de progresser convenablement en 2013. En cas de tempête, il faut aussi mettre peut-être un peu d'or dans son portefeuille? Je ne suis pas très friand des placements de thésaurisation, donc que ce soit l'or, vous parliez du vin tout à l'heure, j'ai plutôt tendance à acheter du Pernod Ricard et du Rémy Cointreau quand j'ai envie de jouer le cognac, l'armagnac et les alcools, plutôt que d'aller acheter des vins en bouteille. Je pense qu'ils sont beaucoup plus compétents que moi pour jouer l'or, juger de ces marchés. Et d'ailleurs, le parcours boursier était là aussi très favorable. Mais mine d'or, ça vous donne pas envie d'acheter des actions de grands miniers? Oui, je ne me sens pas cette compétence ni cette envie. Je crois que vraiment le seul miracle de l'économie capitaliste, c'est le compte de résultat, et que ce genre de choses-là ne produit pas, en tout cas à long terme pour moi, des choses suffisantes pour justifier mon investissement.
On marque une pause, François. Il est 12h13, vous êtes sur BFM Business et c'est Sophie Tussaud qui nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Sophie. Bonjour Cédric, bonjour à tous. 2012 a été une année noire pour le marché automobile. Il est tombé à son plus bas niveau depuis 15 ans. Sur l'ensemble de l'année, les immatriculations de voitures neuves ont dégringolé de 14% et sont passées sous la barre de 1,9 million. Celles de PSA, Peugeot, Citroën ont chuté de 17,5% et celles de Renault de 22%. Le mois dernier, les immatriculations ont plongé de 14,5%. Le gouvernement maintient son estimation de l'impact de la censure par le Conseil constitutionnel. Il le maintient à 500 millions d'euros le coût pour les finances publiques des dispositions budgétaires. Déclaration ce matin de Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement. Le Congrès américain a adopté hier soir une loi qui évite aux États-Unis la cure d'austérité du mur budgétaire. Elle permet aux États-Unis donc d'éviter les 600 milliards de dollars de hausse d'impôts et de baisse des dépenses publiques, ce qui constitue une victoire pour Barack Obama sur la fiscalité face aux républicains. Et puis la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 aurait été financée par Mouammar Kadhafi à hauteur de 50 millions d'euros. C'est ce qu'affirme Ziad Takieddine dans les colonnes du Parisien. L'intermédiaire en armement assure en avoir informé la justice et se tient prêt à fournir les preuves de ce qu'il avance. Merci beaucoup Sophie Tussaud. On vous retrouve tout à l'heure juste avant 12h30 et le 12h30 de Delphine Liou. En attendant, le CAC 40 est en hausse de 2,37% à 3727 points. L'eurodoll est à 1,3249. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on continue tout de suite de répondre à toutes vos questions sur votre argent, vos questions que vous nous envoyez chaque jour sur notre site bfmbusiness.com avec aujourd'hui donc les réponses de François Chollet. François, une question à propos du secteur automobile qui fait réagir à nos téléspectateurs. La chute des ventes d'immatriculation en France au mois de décembre, les chiffres ont été publiés ce matin. Gilbert Arroyan vous demande à quand une reprise du secteur automobile en France et en Europe? Alors pour l'Europe, il faut nuancer parce que si vous regardez les performances des constructeurs automobiles, notamment germaniques, vous avez des entreprises qui ont fait des performances l'année dernière absolument exceptionnelles. Nous sommes actionnaires par exemple de BMW et notamment d'une action à dividende prioritaire de BMW qui est quasiment sur ses records avec une hausse l'année dernière qui est de l'ordre de 40% ou au-dessus pour Volkswagen. Donc on peut difficilement comparer les deux. Vous avez Renault qui a beaucoup également monté cette année. Le vrai sujet pour la France, c'est le parcours peut-être de Peugeot. C'est peut-être ça qui l'intéresse plus particulièrement. La valorisation de Peugeot aujourd'hui est une valorisation qui est quasiment une valorisation de faillite des actifs du groupe Peugeot. Je crois que si l'activité en tout cas peut perdurer pour le groupe Peugeot, il y a de fortes à parier que ça peut être une valeur qui puisse se rattraper un petit peu en 2013, en tout cas on l'espère. Maintenant le marché est toujours en surcapacité pour la zone euro et je crois que c'est quelque chose qui est relativement durable malheureusement sur 2013. Je ne pense pas qu'il y ait un rebond extraordinaire de la capacité des constructeurs automobiles à vendre des véhicules neufs en Europe. Eh bien donc voilà pour ce secteur automobile. Petit détour aussi par le secteur télécom avec cette question de Luc à Cannes. Quelle est la valeur préférée, quelle est votre valeur préférée dans le secteur des télécoms? Et il veut savoir si, sauf si c'est celle-là, s'il peut avoir encore un espoir sur France Télécom. Alors c'est un peu comme pour les constructeurs automobiles. Vous avez le premier de la classe en France qui est Iliad, qui nous a permis de faire une belle performance depuis maintenant plusieurs années et qui signe encore une année 2012 magnifique. Il faut dire que c'est quasiment un sacré coup qui a été joué par le groupe, qui a réussi à prendre une part de marché assez impressionnante en l'espace de quelques mois dans le paysage du mobile en France. Donc on conserve cette valeur-là qui démontre sa capacité à générer de la croissance et à rester profitable, même si elle devrait s'assagir un petit peu, puisqu'elle commence à prendre une taille où la croissance devient un peu plus délicate. Mais en termes de valorisation, pour l'instant, on conserve Iliad. Et puis sur France Télécom, un petit peu comme dans le cas de Peugeot, je crois qu'on a un scénario qui imagine le pire. Je ne suis pas certain que cette entreprise aujourd'hui soit dans ce scénario. Je crois qu'elle maintient des parts de marché et on voit d'ailleurs sur les dernières publications que ces parts de marché restent favorables. Bien évidemment, il y a des érosions sur certaines gammes de prix, mais je pense qu'il y aura une capacité à refacturer de toute façon, à un moment donné, la qualité de service, à refacturer du haut débit ou du très haut débit pour des gens qui en ont un besoin crucial. Donc
je suis assez j'ai tendance à écouter le discours de Stéphane Richard quand il vient me rassurer sur le parcours de France Télécom. Je crois qu'on peut attendre un petit peu. Le dividende a été bien évidemment coupé, c'est ce qui a beaucoup pénalisé la valeur, mais je crois que sur ces niveaux-là, il est vraiment trop tard pour vendre, on peut conserver. Et pourquoi pas un pari dans la deuxième partie de l'année 2013 sur France Télécom ? Oui, vous pouvez aussi jouer des filiales. Vous avez notre exemple avec Mobistar, qui est la filiale qui, là aussi, a subi un beau revers sur le marché l'année dernière et qui pourrait effectivement faire l'objet demain d'une marque d'intérêt un peu plus supérieure de la part de son actionnaire principal. Ouais, c'est vrai que c'est un secteur en pleine restructuration, le secteur des télécoms. Question de Jean qui nous écrit de Rouen. Je ne comprends pas sur quels critères est constitué le CAC 40. Qui décide ? Alors c'est un comité scientifique. On n'a pas le droit de répondre nous non plus. C'est un très bel aéropage qui se réunit régulièrement pour déterminer quelles sont les entreprises qui seront à même d'entrer ou de sortir du CAC 40 avec un objectif, je crois, assez clair, qui est de faire en sorte que le CAC 40 reste représentatif de l'évolution des marchés et c'est cette représentativité des entreprises à l'intérieur qui me paraît être un élément clé. La liquidité, bien évidemment. Est-ce que le titre est suffisamment traité pour pouvoir rentrer dans l'indice ? Et puis, je crois aussi que si on regarde sur longue période, il y a des effets de mode. N'oublions pas que Gemalto, qui vient de rentrer dans le CAC, fait partie des principales, voire c'est la meilleure performance du CAC l'année dernière. Elle est rentrée en fin d'année, une grosse partie de la performance ayant été réalisée avant. Si on imagine le CAC 40 aujourd'hui, si on regarde le CAC 40 et sa composition dans les années 2000, lorsqu'on était à plus de 6000 ou 6500 points, eh bien clairement on n'a plus du tout le même indice, les mêmes secteurs représentés de la même façon. Donc je crois que le rôle de ce conseil est quand même assez important. Mais est-ce qu'une touche de croissance supplémentaire serait pas la bienvenue dans le CAC 40 qui a souvent quand même des valeurs très industrielles ? Alors je sais bien que dans les années 2000, on lui a reproché d'avoir trop de télécom. Ça a été assez procyclique, effectivement, dans les années 2000. On peut imaginer que le CAC 40 soit un peu mieux sectorisé. Le poids, aujourd'hui, que ce soit de Sanofi ou de Total, qui représente à eux deux quasiment un quart de l'indice, eh bien, c'est quelque chose qui est assez perturbant, peut-être, par rapport aux autres indices européens. Si on regarde, par exemple, le poids des financières, on a un poids sur l'indice CAC 40 qui a parfois été un peu déraisonnable par rapport aux autres indices sur lesquels on peut comparer, d'ailleurs, le CAC 40. On pourrait voir Iliad, par exemple, au CAC. Bien sûr, je l'espère bien. Ça ferait une entreprise récente, entrée parmi les grandes entreprises françaises. Je crois qu'il est temps d'avoir des aventures entrepreneuriales plus fréquentes dans les grands indices. Allez, on passe peut-être une dernière petite question de Fabienne qui nous écrit à Roubaix et qui s'intéresse à la gestion value. Elle revient en grâce. Pour combien de temps, d'après vous ? Alors écoutez, c'est une très bonne question. Je crois que la gestion value se définit comme étant une gestion qui cherche à faire des bonnes affaires sur le marché, à acheter des titres qui sont parfois en difficulté et dont on espère en tout cas un redressement. De ce point de vue-là, il y a beaucoup de marge sur les valeurs. Et il y a un deuxième aspect qui est l'aspect souvent small caps. Et ce manque de liquidité a été largement pénalisant. Et donc si vous regardez sur la période récente, les exercices 2008 ont été absolument catastrophiques pour la gestion value et encore plus catastrophiques pour les small et mid caps qui ont concentré par leur manque de liquidité les plus fortes baisses. Vous aviez des fonds qui perdaient plus de 50% à l'époque sur ces marchés-là. Alors, il y a eu un très beau rebond en 2009, bien évidemment. Je crois que cette année encore, ça a montré que des entreprises qui, en 2012, étaient en train de se restructurer et de revenir à la profitabilité, on a des très beaux parcours. Je pense que Michelin fait partie des valeurs value qui ont fait ce beau parcours avec une décote qui était assez impressionnante sur les multiples. Si vous regardez par contre les titres moins liquides, le chemin reste à faire. Il y en a de ce point de vue-là beaucoup d'opportunités sur les small et mid caps, notamment françaises, et qui ont accusé un retard certain. Un ou deux noms, François ? J'avais dans les noms que l'on peut citer une valeur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Bull par exemple, qu'on avait cité et qui a fait un petit rattrapage en toute fin d'année, mais qui est encore très très loin d'être correctement valorisé. On est encore à la valorisation du cash qui est dans la société. Eh bien voilà les réponses ce matin de François Chollet qui nous accompagnait depuis 12h05. Merci beaucoup François. Merci à vous. Bon retour chez Montségur Finance et vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On y répond jour après jour. Vous pouvez le faire notamment par mail intégral_placement@bfmbusiness.fr. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.